Viens. Viens me dire bonjour. Il est pas content. Fais chier. What's up boys and girls? Aujourd'hui jour 2, je crois qu'on est le 29 janvier 2026. Mon bras a l'air de sentir bon, ça intéresse Poppy. Et aujourd'hui on attaque l'épisode 2. Ouais, tranquillement. Je vais te montrer un petit peu ce qu'on a à faire. Il est content, il fait sa petite vie. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sentent pas bon mes chaussures? Il va essayer de bouffer mes lacets. Arrête. Monsieur catastrophe. Regarde l'amplitude de ce nez. N'est-il pas immensément long? N'est-il pas? Wep. He's a cowboy, poor and lonesome. Le projet de cette journée, c'est de tomber la face avant, avec les optiques peut-être. Je pense que je serai obligé pour démonter le pare-choc, reste à voir. Parce qu'en fait, cette traverse là, normalement elle se démonte. Parce que je vois que c'est boulonné là. Et de l'autre côté c'est pareil. Et comme ça je gagnerai de la place pour sortir le moteur. Parce que comme tu peux voir, en fait il est en partie enclavé sous la baie de pare-brise. Donc ça va pas être trop commode pour le sortir. Ça va être un peu compliqué si je démonte pas la face avant. Alors il se pourrait bien que j'ai peut-être déplacé le dossier avec toutes les vidéos que j'avais filmées dans la corbeille et que j'ai peut-être vidé la corbeille et que du coup j'ai peut-être perdu la moitié des fichiers. J'ai téléchargé un programme pour faire du recovery là et retrouver les dossiers supprimés, mais la moitié est corrompue. Donc je t'explique un petit peu la situation. Dans les séquences que tu vas voir, j'essaie du coup de démonter la face avant et je commence à vouloir retirer le phare, mais finalement ça fonctionne pas, donc tu vas le voir. Et il se peut que au final, à la fin de la vidéo, tu ne la vois pas quand j'enlève la face avant. Donc voilà, j'ai méga le seum, il manque pas mal de fichiers. Donc désolé pour ce petit désagrément et j'espère quand même que tu apprécieras la suite de la vidéo en ma compagnie. Bisous bisous et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. On peut pas enlever le phare sans tomber le pare-choc. C'est une voiture de 2012, hein, c'est pas comme à l'époque. C'est comme ça. Ça fait un moment que mon cric, il a un problème. Quand je veux le monter au maximum, en fait il n'y a plus assez d'huile. Donc il monte pas tout simplement. Je vais essayer de remettre de l'huile dedans. Regardez quel est le joint qui fuit. Et je pense qu'on essaiera de se filmer ça. Ça pourrait peut-être servir à quelqu'un si jamais. Bon, il y a des tutos qui doivent exister, mais on va faire ça à ma sauce. Hein. On verra. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Bien à terre. Elle m'a appelé, c'est pour ça. Bon, il y a peut-être un petit peu de bière qui a coulé dans le moteur. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est quand même des grosses vis. Hein. C'est bien, c'est de la qualité. Les agrafes aussi sont pas trop mal. C'est des... Tu vois, t'as une empreinte cruciforme au bout. Tu fais un quart de tour et ça déverrouille. Vraiment pas mal aussi. Il va pas s'en aller, hein, le pare-choc. Il y a 50 vis là. Ok, voilà, il est libre. Il est libre, effectivement, j'en ai démonté trop. Celle-là et celle-là, il n'y avait pas besoin. Ouais, j'avais démonté les vis qui tenaient l'aile. Voilà, tu vois, côté conducteur, j'ai dégrafé. Il manque plus que la partie supérieure. Sur ce modèle-là, il n'y a pas d'anti-brouillard, donc ça va être plus simple, il n'y aura pas de prise à débrancher. Toujours du torque 40, une là, et les autres, il y a une,
2, 3 et 4, même si là il n'y est pas. Des agrafes comme dans le garde-boue. Et voilà. Bon, c'est un pare-choc qui est relativement facile à démonter, hein. Tu l'as vu. Il y a très peu de vis, c'est quand même plutôt accessible et bien fait. Et ça, c'est vraiment cool. Et là, donc en fait, il faut démonter le pare-choc pour enlever le phare et après tu le déplaces sur le côté là. Et il vient. Il y a une glissière là. Bon, c'est un peu bruyant parce que c'est l'heure de pointe là. Il y a pas mal de voitures qui passent. Mais, avant tout, on va se faire un gros plaisir. Regarde, hop. Et pour un maximum de tuning, paf, sur la caisse à outils direct. Même pas peur. Monstrueux. Je suis allé acheter une bâche et des tendeurs parce que le problème c'est que quand je vais enlever la face avant, il n'y aura plus rien qui va tenir le capot, donc je vais devoir démonter le capot. Je prévois, vu que j'aurai pas fini aujourd'hui, je vais couvrir ce soir avec une babache, comme ça on sera au sec et à l'abri. Jour numéro 3, il s'est passé beaucoup de choses et comme tu as pu voir dans le début de la vidéo, j'ai perdu la moitié des rushs de la journée 2. Donc je vais te faire un petit récapépète de ce qui s'est passé. Mais avant tout, il faut débâcher ceci. Tada! La magie du montage vidéo. Comme tu peux le voir, j'avais tombé du coup la face avant dans l'épisode 2, dans les fichiers qui ont disparu. Tac, j'ai tombé tout complet, tu vois, avec même le radiateur. Et il m'est aussi arrivé une petite folie, enfin une petite folie. Un petit problème avec ce bouchon, c'est qu'en fait quand j'ai voulu l'ouvrir, il est resté dedans coincé, cette partie-là. Elle est restée coincée dedans. Comment? J'ai dû l'enlever à la pince. C'était un peu une galère. Donc j'ai reçu un nouveau pour le remplacer. Si tu veux la référence, elle est là. Waouh! Tout neuf. J'ai pas précisé, mais aujourd'hui on est vendredi 6 février et du coup entre temps, vu qu'il s'est passé une semaine, j'ai déjà reçu toutes les pièces que j'avais besoin pour monter l'autre moteur, la distrie, l'embrayage, tout le bazar. Donc on va pouvoir bien avancer ce week-end. Donc là tout de suite, on va s'atteler à tomber ce moteur. J'ai préparé la chèvre. C'est prêt. J'ai démonté le support anti-couple qu'il y a en dessous, entre la boîte et le berceau. Et donc le support anti-couple, ça permet à ce que le moteur ne fasse pas ce mouvement de balancier. Il me reste juste retirer le support moteur, enfin le support côté boîte, ainsi que le support moteur côté passager. Ce sera le grand moment tant attendu d'extirper ce bousin. Support côté boîte, voilà, le support côté boîte. Là en vrai, à chaque fois que tu sors un moteur, tu as toujours un petit stress, tu vois. De péter un truc ou d'oublier quelque chose. Je connais personne qui reste serein, ou alors c'est que tu t'en bats les couilles. Ça c'est possible. Le voilà encore tout balançant. Bon, c'était plutôt facile. Honnêtement, je suis vraiment content de cette voiture. Elle est très bien fabriquée, très bien pensée, très bien conçue. Honnêtement, ça s'est fait vraiment très facilement. Pas d'embrouille, pas de casse, pas de galère. Maintenant, il ne reste plus qu'à stabiliser ce gros bébé et transférer tous les éléments de celui-ci vers celui-ci. C'est parti, je vais tomber la boîte. Et puis voilà, on va avancer tranquillement, tout doucement. C'est parti. A few moments later. Tac, regarde, je les ai posés les deux côte à côte. Alors, ce qui est dommage, c'est que tu vois, moi j'ai réussi à démonter tout le faisceau. Mais à la casse, pour gagner du temps, ils ont tout coupé. Tu vois, malheureusement, alors que le faisceau peut rester sur le moteur. C'est encore tenu par le cache en plastique. Ok, support moteur déposé. Franchement, la distrie, elle avait pas l'air en si mauvais état. Mais bon, on prend pas de risque.
C'est la première fois que je vois ça, c'est rigolo. Il y a un petit cache devant l'écrou de la poulie damper en fait. Douille de 18, merci la clé à choc. Parce que là autrement c'est galère, c'est serré très fort. Faut y aller avec la barre et tout, et le moteur démonté c'est la mort. Je te fais un petit tour d'horizon. Donc ici, vilebrequin, pompe à eau, galet tendeur, pompe à injection. Là, c'est l'arbre à cam. Il n'y en a qu'un seul. Un galet en rouleur. Et voilà, on a fait le tour. Putain, je viens de me faire agresser par un espèce d'hélicoptère vivant là. Je sais pas ce que c'était cette bestiole. Attends, viens, on va partir en chasse à la bestiole. Où est-ce qu'il est? Il s'est posé par là. Regarde ça. Je sais pas si tu le vois là. Ah, mais en plus. Ah, mais ils sont deux. Est-ce que tu vois? Ils sont deux et ils baisent. Oula. Eh ben voilà, maxi plaisir. Au revoir. Bon, ben, pour la première fois sur YouTube, une séquence de porno gratuite. Alors, du coup, avant que je sois interrompu par des baiseurs fous, je voulais te montrer comment on calait ce moteur là. Du coup, tu tombes la poulie damper et en fait, tu as 3 repères. Tu as un repère ici, un repère là sur la pompe à gasoil et un repère là sur l'arbre à cam. Tu vois, en fait, tu mets des piges. Là, tu as un petit trou. Là, tu as un petit trou. Et là aussi, tu as un petit trou. Et ça vient rentrer dedans. Donc la technique de gros beauf, quand t'as pas de pige, tu prends des forêts. Et ça marche plutôt bien. Regarde, je te mens pas, je vais te montrer. Même pas peur. Tac, tu prends ton plus beau kit de forêt Amazon. Et là, tu trouves des forêts. Et tu bicarres dans le fiac. Trop gros. Tac, une mèche à bois. C'est du combien ça? Une mèche à bois de 5. Hop, dans le fiac direct. Tac, une mèche de 7 ici aussi. Impeccable. Mèche à béton de 10. C'est pas déconnant. Ça bouchlotte un peu, mais ça fera le taf. Nickel. Bon, j'ai fait une connerie, hein. J'ai marché en plein dedans, tout qui est par terre. Bon. C'est la dure loi des gros beaufs. Alors, vu que je suis un poisson rouge, j'ai quand même fait une photo de la distribution, ça m'évitera de me faire chier. Le kit distribution n'a pas l'air vieux. Ce moteur, il a dû être entretenu il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, c'est dommage, pas savoir quand est-ce que ça a été fait, parce que ça aurait pu m'économiser un kit, mais bon. Tu vois, même le liquide de refroidissement, il est bien propre et clair, d'une couleur bleue, miroitante. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Tac. Là, je vais dans les filets, parce qu'au moins, bon, ça les nettoie. Et c'est surtout que s'il reste du liquide de refroidissement, au moins ça l'éjecte. Ça évitera de faire gripper des vis. Alors, de mon côté, j'ai pris un kit distribution SKF. Si la référence t'intéresse, c'est ça. Alors, dans le kit distri, on a... Qu'est-ce qu'on a là? On a la nouvelle pompe à eau. On a le galet enrouleur qui vient ici. Le galet tendeur qui vient là. Ils sont sympas, ils nous ont donné une nouvelle vis pour le vilebrequin, tu vois. Ça c'est cool, même si l'ancienne était encore en bon état. Et dans le fond de la boîte, on a la courroie. Et ils nous ont même donné un petit autocollant pour marquer le kilométrage. Ça c'est cool. C'est de la qualité quand même, franchement. Je suis pas mécontent d'avoir choisi cette marque. Et moi, ce que j'aime bien faire, ça t'évitera d'avoir des problèmes, parce que ça m'est déjà arrivé sur une autre de mes voitures. Je mets toujours un petit peu de graisse cuivrée. Je sais pas si tu vois grand chose. Bon voilà, c'est de la graisse cuivrée en spray. C'est-à-dire que si jamais tu as une fuite, surtout pour les vis du bas, tu as une fuite de liquide de refroidissement et ça vient passer par capillarité dans le vis, en fait ça vient s'oxyder dedans et ça peut rester bloqué et même péter la vis quand tu la desserres dans le carter. Et ça franchement, crois-moi, c'est pas marrant. Quand tu dois enlever une vis d'un carter, et ben c'est pas le fun. Ouais. Donc, tu vois un petit peu de graisse comme ça. Là, tu la secoues, t'enlèves le surplus. Et voilà, de toute façon ça lui fera pas de mal.
Voilà, je fais ça sur toutes les vis. Celle-là, je l'ai achetée sur Amazon, elle est vraiment pas mal. Franchement, c'est un indispensable. Toujours avoir de la graisse cuivrée. Toujours. Et là, maintenant, pour le lol, pour le fun, pour la beauté du spectacle, on va serrer en X dans tous les sens. Ok. Comme ça appuie bien. Partout, uniformément. Bon, tu vois, je vois qu'il y a quand même marqué Peugeot partout. Ils en sont fiers, hein, parce que c'est marqué vraiment de toutes les phases, t'as marqué Peugeot Citroën. On peut pas se tromper, on sait que c'est un moteur PSA. T'inquiète pas, on va pas te le voler ton moteur. Alors moi je le sers à la veine bleue, mais petite veine bleue, à l'expérience on va dire, hein, sans prétention. Mais si tu chies dans ton ben, clé 10 momol métrique, et là au moins t'es sûr de pas faire de folie. Maintenant on va s'occuper de ce big boy, douille de 16 et en avant. Tac, là il n'y a pas de sens, hein. Tu y vas au petit bonheur la chance, hein, comme on dit. Ah, là j'ai déjà bien serré. Impeccable. Et maintenant, vu que j'ai déjà oublié le sens, le cheminement de la courroie, je vais regarder ma petite photo et je reviens pour mettre la courroie. La petite photo qui va bien. Alors, il y en a qui te diront qu'il y a un sens pour la courroie, les écritures devant toi, les écritures pas devant toi. Moi, j'en ai rien à branler. Il n'y a pas de sens sur une courroie, du moins sur celle-là. Tac. Tac. One eternity later. Bon, j'ai utilisé la technique dite de l'embrouille. Je déteste faire ça parce que tu prends le risque de visser en travers et de péter le fil de filetage. J'ai enlevé la vis qui tient le galet tendeur. J'ai déplacé le galet tendeur, du coup je l'ai rentré. Et après j'ai commencé à mettre le bout de la vis qui est chanfreiné dans le filet. Avec le cliquet, j'ai fait un appui, je l'ai mis en face et j'ai vissé. Attention, il faut vraiment y aller tout doux, tout doux, tout doux. Parce que si tu chopes le fil en travers et que tu forces comme un ouf, tu pètes tout. Si vraiment tu vois que ça force, stop, demi-tour, tu te replaces bien et tu réessaies. Je conseille pas du tout de faire ça, mais là, dans mon cas, ça y est allé. Hein? Heureux. Bon, alors, j'ai recommencé mon calage de courroie parce qu'elle n'était pas assez tendue. Là, maintenant, tu peux voir qu'elle est bien tendue comme il faut. Je sais pas si je vais réussir à te le montrer à une main avec la caméra. Tac. Tac, vraiment tout est bien tendu, fais-moi confiance, il n'y a pas de souci. J'ai fait exactement la même chose, sauf que j'ai un peu plus maintenu, tiré la courroie là. Et là, on est bon. Entre temps, j'ai pété le fourré qui était là. J'ai mis un coup dedans, il s'est pété à ras, presque. Donc c'était un peu la galère à mettre, à enlever, je veux dire. Bon, là, je l'ai remplacé en attendant par un BTR. D'ailleurs, on peut l'enlever, on peut tous les enlever. Tac, nickel. Tu vois, je bois pas que de la bière. Hein. Je suis presque pas alcoolique. Mais oui, c'est clair. Bon, chirurgien redneck en action. J'ai remonté tous les caches qui vont bien ici sur le nouveau moteur. Et tu vois, là, j'ai levé le vieux moteur. J'ai dégagé un petit peu 2-3 trucs qui traînaient ici avec le faisceau là, parce qu'il partait comme ça. Donc je l'ai dégagé, c'était les petites agrafes qui tenaient le faisceau. Là, je l'ai suspendux. Du coup, je vais te poser sur ma caisse à outils, je pense. Comme ça, tu pourras voir en direct live l'extraction de la boîte de vitesse. Alors tiens, je vais te montrer un truc parce que j'ai oublié de le démonter et on ne pourra pas démonter la boîte si on ne le démonte pas. Tu t'en doutes bien, c'est le démarreur qui se cache là, derrière le moteur. Donc bon, autant te dire que quand tu dois le changer sur la voiture, c'est pas marrant. J'en ai déjà fait quelques-uns sur les 1,4 litre, ça se fait bien, surtout sur les châssis Ford. Mais tout ce qui est châssis, enfin du moins sur les C3, un enfer.
Voilà, j'ai tombé le démarreur. Il est là. C'est un Valeo. Et j'ai fait tomber une vis. Hop là. Alors là, la boîte de vitesse, elle tient par le Saint-Esprit, par le Saint-Issou, parce qu'il n'y a plus aucune vis qui la retient. Elle veut pas s'en aller, 300 000 km, elle veut rester avec son ami. Bon, la technique du ninja. Putain, la vache. Ah si, il reste une vis. Alors maintenant, il s'agit de pas faire de folie. Et voilà. Ouh, j'ai fait une belle traînée d'huile. La vache. Aïe aïe aïe, la catastrophe. Merde. Bon, et voilà. La boîte est tombée. C'est bon. Ladies and gentlemen, représentants et représentantes de la Redneck Life, de la Gros Beauf Attitude, bienvenue aujourd'hui dans ce 4e jour. Nous sommes exactement le, je me rappelais plus du jour, alors je suis allé voir, le 7 février. Et aujourd'hui, dans cette belle journée magnifique, pleine de soleil, nous allons travailler sur ces choses-là. Aujourd'hui, on va s'occuper de lui mettre un embrayage tout neuf, ainsi que virer ce vieux turbo, récupérer le turbo tout neuf de l'ancien moteur, parce qu'il est vraiment tout neuf. Il a genre 100 km. Et qu'est-ce que je pourrais te montrer de plus? Peut-être 2-3 bricoles. Et ensuite, de mon côté, comme je t'avais dit un peu plus tôt, je m'occuperai de transférer tout ce qui est faisceau et tout ça, parce que ça, c'est pas très marrant. Putain, il y a encore l'hélicoptère de hier, là. Le Baserfoot, tu t'en rappelles? Il vient de me passer au-dessus de la tête. Moi, je prends souvent Japan Parts ou Japco. C'est ça la référence, c'est de la bonne cam. J'ai déjà pris des embrayages Stark. Japco, j'en ai monté beaucoup aussi, Blueprint aussi, bon voilà. C'est pas trop mal tout ça. La petite notice qui fait plaisir, qui sert à rien parce qu'on la lira pas. Le disque d'embrayage, le plateau de pression, qui est dans son petit papier. C'est beau. Et ce qui fait la particularité de cet embrayage, c'est que c'est un peu moins courant, c'est une butée hydraulique. Dans le nouveau kit, on n'a pas les vis, donc on va récupérer les anciennes vis et on va les transférer sur le nouveau moteur Zeverdi. Ouais. Ouais. Bon, il commence à être usé hein. En même temps, alors je suis pas sûr de ce que j'avance parce que faut que je demande confirmation à mon poteau Cédric, mais il me semblait bien que c'est l'embrayage d'origine. C'est un Luc Fourmoco, franchement c'est honnête. Alors il commençait à être méchamment usé. Je me souviens que mon poteau Cédric me disait qu'il y avait certaines vitesses qui avaient du mal à passer, mais à mon avis c'était dû à la tronche de l'embrayage. Je vais essayer de te montrer d'un peu plus près. Le plateau de pression il est en très bon état. Il n'a pas de marque suspecte, ni de traces de chauffe vénère. Le volant moteur c'est pareil, honnêtement il est très propre, tu vois les volants moteurs monomasse, il y a que ça de rien. Ça dure toute ta vie. Hein. Le truc il a 360 000 passés, c'est encore tout neuf. En revanche, pour ce qui est du disque d'embrayage, la garniture on voit qu'elle est super usée quoi. Il n'y a même plus le dessin. Et en fait on est à fleur partout. Tu sens qu'il y a un léger épaulement, mais il est sacrément usé. Regarde là, ça c'est l'autre côté, c'est pareil, il n'y a plus le dessin. Alors que si tu prends le neuf, on n'a pas le même dessin, mais tu peux bien voir que la garniture, elle est bien plus vénère. Enfin bon voilà, c'est normal, plus de 300 000. En tout cas, si c'est l'embrayage d'origine, c'est vraiment ultra honnête. Et ça m'étonnerait pas que ce soit l'embrayage d'origine parce que mon pote Cédric là, quand il avait cette voiture, il faisait quand même beaucoup d'autoroutes en majorité, donc ça aide en fait pour conserver les embrayages. Et puis quand tu conduis pas comme un sauvage, ça aide aussi. Tu vois, il est un petit peu rouillé,
mais c'est vraiment de la rouille légère de surface. Honnêtement, on s'en fout un petit peu. Je vais juste passer un petit coup de chiffon pour dégraisser avec du nettoyant frein, ça ira très bien. De toute façon, avec la friction, ça va dégager. Je vais juste passer un petit coup dans chaque trou. Voilà, histoire d'expulser les impuretés. Je vais dégraisser le plateau de pression aussi, parce que là, souvent, ils mettent une espèce d'huile pour protéger de la corrosion. Hop, on a toujours une petite indication sur les embrayages. Tu vois ici, il y a marqué flywheel side, donc c'est côté volant moteur. Tu vois, j'utilise toujours mon centreur à la Sgeg. Là, tu centres au mieux. Je pense qu'on est pas mal. Alors ça dépend des embrayages, hein, bien sûr, mais tu vois, sur celui-là, tu as des petites fenêtres un peu partout là, et en fait tu vois le disque, et ce que je fais, c'est que je m'aligne partout à 360 degrés, et là tu es sûr que tu es bien centré. Je vais visser toutes les vis, alors c'est les petites vis, hein. J'ai regardé sur l'internet. La spécificité, c'est 29 Nm de coupe de serrage. Tac, pour l'occasion, je vais utiliser ma petite clé dynamométrique Vanpo. Ça a été mon premier sponsor sur YouTube, donc je vais leur faire honneur. Et ils fournissent avec un petit adaptateur comme ça, c'est pas mal. Tac, comme ça je peux récupérer mon petit embout. Et voilà, 29 Nm. Clic. Vu qu'on est des pros, je vais faire un petit point, tac, sur chaque truc que je serre, je vais serrer en croix. Clic. Nice. Bon, ceci étant fait, à quoi va-t-on passer? On n'a que l'embarras du choix. Donc ce que je te propose, c'est qu'on s'attaque au turbo. On va démonter l'ancien turbo. On va récupérer le nouveau turbo. Et tu vois, c'est la maladie. Sur toutes, que ce soit sur ces modèles là ou sur les 1,4 litre, ça devient tout ramollo. Là tu vois, c'est pareil, il a le kiki tout mou, donc on va lui remplacer le kiki. J'espère que j'en ai de cette taille là, sinon je vais devoir en commander un. Actuellement tu es posé sur le moteur en suspension, donc si ça bouge un peu, c'est normal. Alors bonne nouvelle, parce que je pensais être une durite ratatinée, en fait, tu vois, c'est une gaine thermo, donc justement ça évite ce phénomène là, que ça la ratatine, parce que justement sur les 1,4 litre qu'il y a dans les Fusion, les Ford, Fiesta aussi, des années 2005, dans ces eaux là, tu vois, les 206 et C3, enfin bref, tous les 1,4 litre, il n'y a pas la gaine thermo, et la durite elle devient toute ratatinée, donc c'est une bonne chose. Du coup je vais la garder, je vais la remettre. Voilà, je remettrai des colliers comme c'était à l'origine. Voilà, l'ancien turbo. En vrai, je pense qu'il est vraiment en très bon état. Il n'y a pas de jeu dans l'hélice. Elle tourne bien, il n'y a pas de point dur. Je l'aurai au cas où, en rab.
mais je préfère monter un turbo neuf évidemment. Je vais t'écourter le démontage sur le nouveau moteur. Si jamais j'ai une embrouille, je te montrerai, mais c'est exactement la même chose, donc je te montrerai une fois que j'aurai remonté le turbo neuf. Je vais faire une petite coupure. A tout de suite. Re les copains. Alors j'ai bien avancé, je vais te montrer un petit peu ce qui se passe. J'ai transféré tout le faisceau sur le nouveau moteur. Tu vois, j'ai bien dépouillé celui-ci. Donc je t'ai pas filmé parce que honnêtement c'était pas très intéressant et puis il fallait que je reste concentré pour pas faire de folie dans le sens du faisceau. Bon, c'est pas très compliqué, c'est un faisceau assez simple, mais bon. Voilà, j'ai préféré faire ça de mon côté. Et du coup, tu vois, il me manque juste à transférer la partie accessoire là, avec l'alternateur et le compresseur de clim. Mettre le nouveau kit accessoire, récupérer les 2-3 petites durites là, tu vois, pouf pouf qui traînent. Et ensuite, le moteur est prêt. Il faut pas que j'oublie de serrer lui au couple, je l'ai pas encore serré. Mais voilà, j'ai fait le plus gros. Tu vois, il reste encore quelques petits trucs à brancher, mais j'attends de mettre les accessoires maintenant. Et je viens d'avoir confirmation de mon pote Cédric. Du coup, cette voiture là, quand il l'a eue, elle avait 12 000 km et il n'a jamais fait l'embrayage. Donc ça veut dire que l'embrayage a presque 360 000 km. Chapeau, bravo. Le beau gosse de l'embrayage, c'est toi Cédric. Je vais te poser quelque part et puis on va se démonter tranquillement alternateur et compresseur de clim. Et puis voilà, c'est parti. Hop là. Lâche la vis. Et voilà, le bébé. Voilà, compresseur de clim. Et il commence à être bien à poil hein, celui-là. Lui il commence bien à ressembler à quelque chose. Hein. Ça c'est cool. T'as vu le nombre de prises que j'ai enlevé qui étaient coupées sauvagement sur le moteur là? Bon, la casse, ils s'emmerdent pas trop. Hein. En même temps, les gars, ils démontent des moteurs toute la journée, ils se prennent pas la tête. C'est parti pour le kit accessoire. Ah, non, avant, je me sers de la vieille courroie pour bloquer la poulie. Donne-moi le couple de serrage pour la poulie dumper d'une Ford Fiesta 2012, 1,5 litre TDCi. Pour la poulie dumper de la Ford Fiesta 2012, avec le moteur 1.5 TDCi, le couple de serrage initial est de 100 Nm, puis il faut ajouter un angle de 90 degrés. Attention, ce boulon est à usage unique et doit être remplacé à chaque démontage. Pensez à consulter la revue technique spécifique pour votre modèle. Okidoki. Alors, la dame, elle a dit 100 Nm. Attention, ça va chier. J'espère que le moteur va pas tomber par terre. Ok. Alors pour les 90 degrés, vu que j'ai pas de clé à serrage angulaire, c'est pas très grave. Je fais un point là, un point là. Et la cible, c'est 90 degrés, donc c'est là. Ok. On va pas tomber, hein. Fais pas le con, Jamy. Ça pue. On y est presque. Oh, j'ai chié dans mon ben là. T'imagines le moteur par terre là? Aïe aïe aïe.
On y est presque, j'ai fait 45 degrés là. Ouh, vache. J'ai vraiment peur que le moteur tombe par terre. La technique c'est de lui faire un gros câlin. Si tu lui fais un gros câlin, bouge pas. On fait un câlin à papa. Oh le micro. Putain, un poil de cul. Un poil de kiou. Oh, c'est la merde. Oh. C'est pas une bonne idée. Je joue avec le feu. I playing with the fire. Comme on dit en Suisse. Avant de tout péter. On y est presque, hein, aux 90 degrés là. Donc m'en veux pas, mais les 3 derniers coups je vais les passer à la clé à choc. Voilà. Ça bougera plus. Là. T'es content? Moi aussi je suis content. Merci vieille courroie. J'ai pris un kit accessoire Febi. Si tu veux la référence, elle est là. Alors qu'est-ce qu'on a? Tac, on a la jolie courroie. Et le tendeur. Tout neuf. Tadam! On est bon. On est bien, on est bon dans les dents. Ok. C'est le moment de lui enlever le petit kiki. Tu vois, il y a un petit kiki là. Et ça vient tendre après. Faut le camp, toi. Et après ça vient tendre. Donc là on est bon. Je vais lui enlever le kiki. Impeccable. Tout neuf. Wow, le moteur il a 2 doigts de me dire merci, au revoir, à bientôt. La vache. Bon, à ce stade là on va arrêter la vidéo, hein. On aura bien avancé. Je vais juste remettre le petit cache ici avec toi. Et j'ai commandé les joints d'injecteur que j'avais oublié de commander sur ma première commande. Mais je les reçois demain. Donc ça c'est cool, merci Amazon. Et comme ça ce qu'on fera demain, c'est qu'on pourra swapper les injecteurs d'origine sur le nouveau moteur et remettre les vieux là. Comme ça m'évitera de coder les injecteurs. Ça encore c'est pas un problème. Mais c'est surtout que je sais que les injecteurs du vieux moteur fonctionnent très bien. Les injecteurs du nouveau moteur, je sais pas du tout. Ce que je préfère faire, c'est le démarrer avec les anciens injecteurs qui fonctionnent bien. Comme ça, je sais si le moteur tourne bien, il n'y a pas de souci. Et de toute manière, j'aurai quand même 4 injecteurs qui étaient à la base sur celui-là en rab. Si jamais j'ai besoin de les remplacer, voilà. Ça me fait 4 injecteurs de rab. Et vu le prix, c'est pas de refus. Et voilà. Bon voilà, je vais continuer un petit peu tout seul à rebrancher 2-3 merdes, des fils qui traînent par-ci par-là, faire le tour sur celui-là, voir si j'ai rien oublié. Et on se retrouve tout de suite pour toi et demain pour moi. Bisous et à tout à l'heure pour le 5e jour. La suite dans le prochain épisode. Put a good dip in.